Je propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec Fatoumata. À nos côtés, nous avons la chance de recevoir le directeur du Centre de recherche en politique de Sciences Po, qui est également professeur ici à Sciences Po. Mais ici, il va nous apporter ses lumières sur l'enjeu des régionales. Je vous demande d'applaudir très fort Monsieur Pascal Perrineau. Pascal Perrineau, bonjour et merci d'avoir accepté d'ouvrir ce forum Sciences Po TV sur les élections régionales en Île-de-France. Alors, comme vous le voyez, on rentre dans la dernière ligne droite de cette campagne sur les régionales. Beaucoup de polémiques, beaucoup de sondages, mais en réalité, très peu d'explications sur les véritables compétences de la région. Est-ce que, aujourd'hui, vous pourriez expliquer à notre public pourquoi la région est un échelon si important de notre carte territoriale ? Alors, tout d'abord, bravo pour votre initiative, puisque, comme vous le voyez, pour l'instant, les Français ne sont pas passionnés. Il faut être réaliste. Nous sommes dans une école de sciences politiques, donc il ne faut pas rêver la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 1 Français sur 2 a l'intention d'aller voter, et que dans votre tranche d'âge, c'est 1 sur 4. Donc, votre initiative est vraiment, vraiment bienvenue. Alors, ensuite, en effet, les élections régionales, elles mobilisaient jadis, lorsqu'elles avaient été portées sur les fonds baptismaux au début des années 80, mais elles mobilisent de moins en moins. Il faut savoir que aux dernières élections, on n'était pas loin des 40% du corps électoral qui s'abstenait, et là, je vous dis, on va vers 48-49% selon les instituts de sondage, sauf si vous, en particulier les jeunes, vous allez inverser dans la dernière période de la campagne, vous allez inverser cette tendance. Alors pourquoi ? D'abord, si vous voulez, dans les collectivités territoriales, la région, c'est la dernière née. Les Français ne savent pas très bien quelles sont les compétences, et parfois les étudiants de sciences politiques, quelles sont les compétences de la région, à quoi ça sert, ce sur quoi elles interviennent, et surtout les régions souffrent d'un déficit d'incarnation. Un sondage a été fait à la fin de l'année dernière, et en France, il y a 29% des Français qui connaissent leur exécutif régional. Ils connaissent mieux la couleur politique de la région. Mais il y a un déficit d'incarnation, et donc un vrai problème de mobilisation. Alors au début, les socialistes avaient trouvé la solution, ils avaient fait exister les élections régionales dans l'ombre des élections législatives. Alors on avait des taux de participation très forts, parce que les gens allaient voter en 86 pour les régionales, et puis il y avait, vous savez, dans les bureaux, c'était très amusant, à l'époque, le parcours était fléché. Donc on commençait par voter dans les bureaux bleus pour les législatives, puis après on allait dans le bureau orange pour les régionales. Mais c'était un vote quasi forcé, etc. Et quand la région a cherché à exister de manière autonome, autour de ses propres compétences, essentiellement importantes dans le domaine de la formation, formation professionnelle, apprentissage, lycée, et dans le domaine également des transports. Pour beaucoup de Français, il faut savoir que quand on les interroge aujourd'hui, ils disent qu'est-ce que c'est que la région ? C'est le transport express régional. Parce que là, on voit le logo et on voit le poids qu'a eu la région dans l'amélioration de la qualité des transports. Mais à part ça, si vous voulez, et à part ces grandes masses budgétaires sur le secteur des transports, sur le secteur de la formation au sens large, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les régions sont encore parfois des nains économiques au regard des départements et au regard des communes et des intercommunalités. Donc il y a bien un problème, vous voyez, des compétences même de la région, de la manière dont les Français le perçoivent, et puis un déficit d'incarnation, et puis, n'oublions pas, le climat général. Une enquête qui a été faite par le Centre de recherche politique de Sciences Po avec la Sofres a montré il y a quelques semaines que 69% des Français n'ont confiance aujourd'hui, ni dans la droite, ni dans la gauche pour gouverner. Or, vous voyez que les élections régionales, c'est avant tout un clivage gauche-droite, donc il faut aussi que, et c'est très difficile pour les têtes de liste, qu'ils fassent avec ce climat de très profonde défiance vis-à-vis de la gauche et de la droite qui existe en France aujourd'hui. Mais est-ce que ce serait pas un peu contradictoire avec les lois de décentralisation ? On a vu qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales ont de plus en plus de compétences, de pouvoirs. Alors, pourquoi, justement, avec un transfert de compétences, toujours, comme vous le dites, la région reste le territoire le plus nain de France ? Alors, d'abord parce que la politique, c'est un étage de la société qui est à temps long. La politique peut changer, les institutions peuvent changer, les compétences que ces institutions assument peuvent changer, mais de là à ce que le corps électoral, les citoyens de base que nous sommes, se rendent compte que la scène a changé, s'emparent de ces nouvelles institutions avec leurs nouvelles compétences, il y a toujours un temps.
et un temps de latence. Et puis n'oubliez pas que, on le voit dans toutes les enquêtes, à peu près aujourd'hui, une majorité de Français dit on va voter avec des enjeux locaux en tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment les enjeux régionaux ou non? Mais vous avez une grosse moitié, ou une petite moitié plutôt, qui vous dit non, moi je vais aller voter avec des enjeux nationaux. Donc, comme toujours, les élections locales, vous savez, sous la Ve, depuis les années 70, ce ne sont plus jamais des élections purement locales. C'est toujours ce mélange tout à fait particulier de questions locales, d'enjeux locaux. Là, on va se prononcer, certes, sur la formation professionnelle, et vous poserez des questions tout à l'heure aux candidats là-dessus, sur la politique qu'ils ont vis-à-vis des lycées, sur la politique qu'ils ont en matière de transport, sur la politique d'aide au développement économique qu'ils ont. Mais il faut bien savoir que les Français vont aussi aller voter avec une conjoncture sociale, économique et politique nationale bien particulière. Et dans les urnes, c'est les deux qui seront à l'œuvre. Et selon d'ailleurs que c'est plutôt le local qui l'emporte ou plutôt le national, peut-être que la réponse dans les urnes sera différente. Alors, vous l'avez dit, on parle beaucoup dans la presse, notamment des enjeux nationaux de ces élections régionales qui interviennent notamment à mi-mandat du président de la République et qui semblent être pour lui comme un véritable test électoral assez crucial. Est-ce que vous pensez qu'une victoire de la gauche le lendemain de ces élections serait synonyme d'une sorte de sanction pour le président de la République? Alors, de sanctions, oui, elles ne prédisent absolument pas les prochaines échéances nationales. Nous sommes, une fois de plus, à Sciences Po. Les politologues disent des choses sur ces élections. En France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a ce qu'on appelle les midterm elections, les élections intermédiaires. C'est les élections qui interviennent entre des grandes échéances nationales. Là, les grandes échéances nationales, c'était 2007 et c'est 2012. Là, on est en plein milieu du cycle. Il y a des logiques dans tous les pays du monde à ces élections intermédiaires, c'est que ce sont des élections très dures pour la majorité en place. Pourquoi? Parce qu'il y a une abstention différentielle. C'est-à-dire que le camp qui est au pouvoir, et toutes les enquêtes le montrent, se mobilise beaucoup moins dans les urnes que l'opposition. Bon, premier élément. Donc la droite sera structurellement handicapée dans ces élections. Deuxièmement, il y a un vote d'opposition en faveur, ce qu'on appelle le vote sanction, vote en faveur des listes d'opposition jusqu'aux marginaux du système. Ce qui fera, vous verrez, que dans plusieurs régions, en dépit de la décroissance du Front National au plan national, le Front National sera un acteur avec lequel il faudra compter. Dans plusieurs régions, ils pourront se maintenir au second tour. Et ils seront un des acteurs qui, c'est pas l'acteur qui fera la majorité, mais ils choisiront entre les deux. Et là, ils ne rendront pas service. Ils ne rendront pas service certainement à la droite, et ils auront une fonction politique, comme ils l'ont eu d'ailleurs au dernier régional, c'est de plomber la droite classique et de faire élire la gauche. Ça a été le cas dans plusieurs régions en 2004. Donc, si vous voulez, c'est avec tout ça qu'il faut faire. Donc, ça sera une mauvaise élection. Alors tout dépend, très mauvaise, assez mauvaise, plutôt mauvaise pour le président et la majorité. Bien sûr, ça sera une élection qui sera une élection difficile parce qu'il y a ces logiques d'élection intermédiaire. Est-ce que ça veut dire que cela annonce les résultats des élections législatives et présidentielles? Bien sûr que non. Souvenez-vous, 2004, raz-de-marée de la gauche. Raz-de-marée de la gauche. En 2004, 3 ans plus tard, une victoire imparable du candidat Sarkozy à l'élection présidentielle. Donc, ne tirons pas des leçons nationales de ces élections régionales. Il faut être extrêmement prudent. Les Français dissocient de plus en plus les scènes politiques. Ils peuvent investir la gauche, Europe Écologie ou d'autres aux élections régionales. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils leur confieront les clés du pouvoir national en 2012. Alors, on le sait, l'enjeu pour le parti présidentiel est notamment de récupérer les régions qui sont actuellement détenues par la gauche. Est-ce que vous pensez que la gauche est à même de pouvoir conserver les 20 régions sur les 22 qu'elle possède déjà et peut-être même de faire 22 sur 22? Alors, la logique des élections intermédiaires dont je vous parlais, les sondages d'intention de vote montrent que la gauche, pour l'instant, se porte bien, qu'elle est à un niveau qui était le sien dans l'élection de référence en 2004 et même un peu plus haut. D'autre part, les forces de la majorité sont touchées par une impopularité forte de l'exécutif, bien qu'il faille être prudent sur cette question. Il y a une forte impopularité du président de la République, l'impopularité du chef de gouvernement, François Fillon, est nettement plus faible. Donc on voit bien qu'il y a des éléments contradictoires. Donc avec un tel rapport de force, mais attention, les électeurs réservent toujours dans la dernière semaine des surprises. Avec un tel rapport de force, il devrait être relativement aisé pour la gauche de renouveler sa performance déjà de 2004, où je vous rappelle que sur les 20 régions métropoles plus Corse, les 22, il y avait
plus que 2 régions, la Corse et l'Alsace, qui restaient à droite, et des régions même historiquement de droite, comme les Pays de la Loire, comme Basse-Normandie, étaient à gauche. Donc renouveler cette performance n'est pas du tout de l'ordre de l'impossible. Cependant, soyons prudents, et il y a dans certaines régions la question du Front National. Ce qui avait beaucoup aidé la gauche en 2004, c'est que le Front National s'était maintenu dans une quinzaine de régions au second tour. Donc il avait gelé toute une partie de l'électorat à droite. Là, s'il est moins présent, des perspectives entre les 2 tours peuvent se réouvrir pour la droite classique. Il faudra regarder attentivement du côté de Champagne-Ardenne, du côté de la Picardie, du côté de la région centre, parce que là, vous aviez des régions dans lesquelles, en PACA, ça sera beaucoup plus difficile, parce qu'il serait très étonnant que Jean-Marie Le Pen passe en dessous des 10%. Mais vous aviez des régions dans lesquelles la gauche gagnait au second tour, beaucoup de régions dans lesquelles elle gagnait avec moins de 50%. Elle gagnait avec 45%, avec 44% des suffrages exprimés. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Front National qui gelait 10, 14, 15, 16% des voix. Ce scénario ne se reproduira pas de la même manière, et donc on risque de ne pas avoir tout à fait la même teneur du débat entre les 2 tours et avant le premier tour. Là, pour l'instant, on a des débats avant tout d'avant premier tour. Mais vous savez que c'est un mode de scrutin à 2 tours, avec une logique de rassemblement entre les 2 tours, et que là, selon la présence ou non du Front National, il pourrait y avoir des destins des régions différents. Alors, on parle beaucoup des enjeux nationaux de cette campagne, mais derrière, il y a aussi des enjeux locaux, il faut le dire. J'ai ici un chiffre, celui d'un sondage réalisé par BFA pour Canal+, qui nous dit que 65% des Français déclarent qu'ils se prononceront le jour de l'élection en fonction des enjeux locaux. Est-ce que, dans le cadre d'une victoire de la gauche, on pourrait imaginer la mise en place d'un contre-pouvoir local, et quelles seraient les conséquences de ce contre-pouvoir local? Alors, ce contre-pouvoir, il existe déjà. Et donc, la question pour les régionales, c'est de savoir si les Français veulent le renforcer ou non. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif est à la droite, mais maintenant, la majorité des départements appartient à la gauche, la majorité des grandes villes en France sont gouvernées par la gauche, l'immense majorité des régions. Donc, aux 3 niveaux de collectivité territoriale, vous avez un contre-pouvoir qui est un contre-pouvoir de fait. Cela correspond au désir des Français, qui n'ont pas, selon la question électorale qu'il aurait posée, le même type de réponse. Cela veut dire aussi que les Français vivent de plus en plus la gauche comme étant un pouvoir de protection et de proximité. Cela ne veut pas dire que pour le pouvoir national, ils comptent confier de manière systématique le pouvoir à la gauche, comme ils le font davantage dans les élections locales. Dernier point, vous savez, dans les traditions du socialisme français, il y a une tradition qui est très oubliée, c'est la tradition du socialisme municipal. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, il y avait une tradition très forte dans la culture politique de la gauche qui était le socialisme municipal. C'est-à-dire de dire oh, le pouvoir local, c'est très bien pour nous, on peut faire des expérimentations, etc. Mais le pouvoir national, c'est quelque chose il faut mieux se garder à l'abri du pouvoir national et ne pas s'engager dans le pouvoir national, ce qui fait d'ailleurs que pendant des décennies, la gauche française a refusé d'exercer le pouvoir national. Eh bien, plusieurs décennies, même un siècle après, il reste des traces de cette culture dans la gauche française. La gauche française est certainement plus à l'aise sur le terrain local qu'elle ne l'est sur le terrain national, surtout dans un système national qui est aussi présidentialisé que le système français. Alors pour finir, un petit mot sur l'Île-de-France qui regroupe 8 départements, 1281 communes, plus de 11 millions d'habitants avec un budget de plus de 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, Sciences Po TV reçoit les 8 têtes de liste candidates en Île-de-France. Quelles sont selon vous les grandes problématiques auxquelles ces candidats vont-ils être confrontés? Alors, quand vous regardez les enquêtes des électeurs, il y a plusieurs demandes. Il y a une demande sur le terrain de la protection de l'environnement, de la qualité de la vie et des transports. Bien, premier champ. Il y a une demande qui est plus sur le terrain social, avec parfois, d'ailleurs, on se demande, mais est-ce que les citoyens d'Île-de-France sont au courant que sur le terrain social, tout de même la marge de manœuvre d'une région est extrêmement faible. Mais il y a des demandes sur ce terrain. Et puis il y a des demandes sur le terrain d'avantages économiques et de la fiscalité. Et là, c'est très intéressant de voir que les Franciliens, dans plusieurs enquêtes, ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Et en particulier quand on leur demande mais en qui avez-vous le plus confiance pour répondre à ces différents enjeux? Vous voyez, ces 3 catégories d'enjeux. Alors là, c'est très intéressant. Ceux qui l'emportent avec une majorité relative à chaque fois, sur le terrain
environnement, transport, c'est Europe Écologie. Hein, c'est à eux que les franciliens font aujourd'hui le plus confiance pour tenter d'apporter des réponses sur ce terrain, et des réponses qui emporteront leur confiance. Alors vous savez, l'acte électoral, c'est avant tout de la confiance. Sur le terrain social, c'est la liste menée par Huchon, la liste de gauche menée par le Parti socialiste. Et sur le terrain économique et fiscal, c'est la liste de l'UMP, emmenée par Valérie Pécresse. Donc vous voyez, selon que la campagne se portera sur un de ces pôles, le résultat du premier tour et du second tour sera peut-être différent. Donc il y a bien, et c'est important ce que vous faites ici, hein, on verra quelle est la qualité pédagogique, le pouvoir de conviction qu'ont ces têtes de liste sur ces trois grandes catégories d'enjeux qui, pour les franciliens, aujourd'hui, sont décisifs. Pascal Perrineau, merci beaucoup. Merci à vous. Je laisse la parole à Benoît Charvet qui va vous expliquer les règles d'un débat, pas vraiment comme les autres. Merci et bon forum.